En fait, j'ai modifié un peu le titre parce que vous avez vu que beaucoup de choses se sont passées récemment et je me suis dit qu'il fallait peut-être partir d'avant pour aller jusqu'au rapport citoyen, parce que le fil directeur que je vais tenir, qui peut être discuté, mais c'est à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de rupture, en fait, au fur et à mesure de ces années. D'abord, premièrement, une chose qu'il faut rappeler, l'éthique, c'était ce que disait Dominique Folched, qui nous a très longtemps assisté à la commission d'éthique et qui était un membre invité absolument fantastique. L'éthique n'est pas soluble dans le droit, ce sont des choses différentes. Et donc, on va parler d'éthique, on va peu parler de droit, même si je vais donner des textes de loi. Et ce qu'il me semble, c'est qu'il y a un réel continuum dans l'évolution des pratiques, et notamment vers plus de transparence, plus d'efficacité, au sens d'efficacité humaine, je veux dire dans la qualité de nos prises en charge, notamment des fins de vie, et de plus en plus la prise en compte de la parole des patients et des proches, et que la révolution me semble improbable. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'on était peut-être, on dit toujours qu'en France, on est toujours en retard d'une réforme et en avance d'une révolution. J'ai un énorme défaut qui m'a joué beaucoup de tours, c'est que je ne suis jamais nationaliste, mais pour une fois, je suis assez content effectivement du fait qu'en France, je pense qu'on est assez leader sur l'évolution de la réflexion et de la loi concernant les fins de vie. Alors, effectivement, je commence par la loi Kouchner, que je vous laisse, vous la connaissez, je vous laisse la relire, je ne vais pas la lire moi-même. Simplement, il y a des choses qui sont étonnantes d'emblée. C'est toute personne a le droit de recevoir des soins. On a le droit. Oui, c'est comme le droit au logement opposable. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça peut poser des problèmes. Mais néanmoins, cette loi a un immense mérite. Je ne suis pas du tout en train de la critiquer. Première grande loi dans laquelle on parle du droit des patients. Donc c'est extrêmement important, le droit de recevoir des soins qui visent à soulager la douleur. Et puis, un petit malaise. On pourrait expliquer, c'est pour des raisons historiques, toutes bêtes, c'est que c'était la fin de la mandature de la cohabitation, le cabinet Kouchner allait partir et il fallait absolument qu'il ficelle la loi le plus vite possible et il butait sur le débat pro-anti-euthanasie. Donc il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait, qui était déjà remarquable. Donc quand je dis que cette loi n'est pas achevée, ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis du ministre ou du législateur, c'est de toute façon, il faut du temps pour que les mœurs et les lois évoluent. Et on voit d'emblée, et je le discute ensuite, qu'il y avait une petite gêne, c'est-à-dire le malade a le droit d'arrêter ou de refuser tout soin, y compris si ça met sa vie en danger, mais le médecin, de son côté, doit tout mettre en œuvre pour le convaincre. Et puis, il n'était pas dit qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas s'il ne peut pas le convaincre. Et effectivement, c'est ce que je vous dis, il y a des éléments qui ne sont pas très précis. Pas de référence explicite à qu'est-ce qui se passe quand la personne n'est pas capable de s'exprimer et que l'entourage souhaiterait l'arrêt. Pas de référence à qu'est-ce qui se passe au cours d'une maladie terminale. Pas de référence explicite au fait que quand on arrête des soins actifs, on doit engager des soins palliatifs, même si cette loi renforçait les soins palliatifs. Donc ne me faites pas dire que je ne dis pas. Elle n'ignorait pas du tout les soins palliatifs, mais on voit bien que c'était une période où les idées se mettaient probablement en place. Et ces idées, elles sont claires pour nous maintenant. Elles étaient moins claires pour qui que ce soit à l'époque. Et enfin, de façon étonnante, ce soulagement de la douleur conçu comme un droit du malade et pas aussi une obligation du malade, à la demande bien évidemment du patient et ou de l'entourage. Alors effectivement, c'est un continuum, parce que 3 ans plus tard, cette loi est précisée par la loi Leonetti, qui l'a dit clairement qu'on ne doit pas faire d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que là où auparavant on devait tout faire pour convaincre le malade, il n'est pas dit qu'on ne doive plus tout faire pour le convaincre, c'est évident, mais on n'a pas l'obligation d'y arriver. Et puis d'autre part, eh bien, on est effectivement dans une réelle mention des soins palliatifs, dans une réelle mention de la prise en charge du soulagement de la souffrance, y compris avec quelque chose qui peut pouvoir avoir effet secondaire d'abréger la vie, donc le fameux double effet que tout le monde connaît bien, je vous rappelle. Le bon effet recherché, c'est la sédation de la douleur. Le risque, mauvais effet non voulu, c'est l'accélération du décès. Néanmoins, le premier étant celui que l'on cherche et le deuxième étant inéluctable dans ces conditions-là et du fait du sort de la maladie du patient, on peut accepter ce mauvais effet au nom de cette théorie du double effet.
Et ça sera la dernière fois que je vous imposerai, je crois, des textes de loi. Bien évidemment, elle définissait, ce que vous savez bien, ce qui se passe pour nos malades en réanimation lorsqu'ils ne peuvent pas exprimer leur volonté. Elle définit donc la procédure collégiale, enfin elle parle de procédure collégiale qui ensuite est définie par le Conseil de l'ordre, et je ne vais pas empiéter sur les topos suivants. Alors, comme je vous le disais, à la suite de tout ça, même après 2002, il restait un malaise, mais après 2005, il reste encore un malaise, puisque, notamment autour du double effet, qui est très discuté. Le double effet, je pense que c'est une notion extrêmement importante, qui nous rend des services immenses et aux patients et aux proches dans énormément de cas, mais certains ont dit, est-ce que c'est réellement un concept moral, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'hypocrisie? Je pense que sans être dans des mots aussi forts, on peut juste questionner, par exemple, où est la place, où est l'explication par le double effet, et vous verrez que c'est exactement ce qu'a dit le CCNE. Lorsque l'on débranche d'un respirateur un malade qui est dans un coma profond et qui ne souffre pas, où est le soulagement de la douleur lorsqu'on le débranche du respirateur? Alors, bien sûr, on peut le justifier en disant que c'est une douleur prise au sens très large, y compris morale et spirituelle, et que par respect de la dignité du mourant, il n'aurait probablement pas voulu se voir avec des tuyaux, et donc on les enlève et on restitue à la mort son caractère naturel. Mais enfin, vous voyez le nombre de phrases qu'il faut faire pour justifier l'adaptation du double effet à ça, et on verra qu'il a été très critiqué. Donc, parce qu'il repose sur une morale de l'intention, et il suffit que la personne ait dit « mon intention est de soulager », et il n'a pas forcément à aller plus loin, car il ne pourra pas aller plus loin pour expliquer pourquoi il augmente les sédatifs. Et puis, que faire des manifestations agoniques prolongées, dont le malade ne souffre probablement pas, mais aucun ne pourra nous le dire, mais dont l'entourage et les soignants souffrent. Donc, voilà, donc ces malaises, c'est autour de la sédation adéquate, ou profonde, ou terminale, les directives anticipées qui ne sont pas contraignantes, cette exception d'euthanasie qui revient régulièrement, le problème du suicide assisté, et le fait que même cette loi, vous le savez, est mal connue. Quand on regarde un des papiers qui a été commis par la commission d'éthique et avec René Robert comme premier auteur pour interroger la perception des médecins et des soignants sur la fin de vie et la loi Leonetti, vous voyez que grosso modo, un quart de nos professions ne serait pas défavorable à une loi qui autoriserait l'exception d'euthanasie. Nous, c'était une enquête, on l'a discuté ensuite, mais nous n'avons pas émis de jugement là-dessus. De la même façon, je vous invite beaucoup à lire cet autre papier. Cédric Daubin avait travaillé énormément pour réaliser un papier que je trouve personnellement remarquable, car il y a à la fois l'aspect médical et une discussion philosophique. Il faudrait 2 heures pour résumer ce papier, donc je vous l'épargne, mais il faudrait le lire. Ce papier ne donne aucune recette. Ce papier donne juste des éléments de réflexion médicaux et philosophiques, et l'on voit que les approches philosophiques peuvent être différentes sur que faire des gaspes agoniques, c'est-à-dire jusqu'où soigne-t-on le malade, à partir de quand soigne-t-on l'entourage et les soignants. Et ces questions méritent d'être posées, il n'y a pas de honte à les poser. Et cette situation est suffisamment peu claire pour que même le CCNE ait été assez ondoyant, on va dire, dans ses prises de position. Il le reconnaît lui-même, puisque dans le préambule de son avis 121, dont on va parler ensuite, il a dit, bah oui, on a réfléchi à plusieurs reprises, et puis, bah voyez, ils ont changé de temps d'avis, jusqu'à arriver à cette notion d'exception d'euthanasie en 2000, qui est quand même une notion très complexe, hein, parce que on fait une euthanasie, puis ensuite il y aura une commission qui dira si on a eu raison ou tort. C'est pas très engageant. Alors, ces sondages, ça vaut ce que ça vaut, sondages que je vais vous montrer là, sont le préambule au rapport SICAR. Le rapport SICAR s'est appuyé sur beaucoup de choses, dont un sondage TNS-Sofres, qui montre qu'effectivement, et ça, les faits sont têtus, quelle que soit la façon de la poser la question. Alors, je ne parle pas de quand elle est affreusement mal posée par certaines associations quasiment sectaires, mais même en la posant la plus objectivement possible, une majorité de la population est malgré tout en faveur d'une loi sur l'euthanasie. Néanmoins, le recours à la sédation, vous voyez, ne vient pas si loin derrière. Donc ça montre bien que, et je pense qu'on le verra, la réflexion citoyenne le montre bien aussi, les gens se posent des questions comme nous nous posons des questions, et la société est extrêmement mature, je crois, dans sa façon d'aborder cela. Et ce qui fait craindre effectivement aux gens
une dérive dans les prêmes s'il y avait une loi sur l'euthanasie, c'est pas tellement les grandes valeurs morales qui sont très importantes, hein, mais abstraites, c'est un point concret, c'est le risque d'utilisation abusive. Donc vous voyez que je pense que la société, et il y a eu la conférence remarquable auparavant, la société doit se saisir des grands problèmes et elle est en train de s'en saisir avec intelligence et maturité, même si on se rend compte que cette loi, et vous le savez, nous le savons, n'est pas suffisamment bien connue, puisque 48% des gens ne savent pas que la loi autorise les patients à demander aux médecins, etc. 47% pensent qu'il est faux de dire que la loi interdit l'acharnement thérapeutique. Par contre, la vaste majorité sait qu'effectivement, actuellement, l'euthanasie est interdite. Donc on se trouve avec une population qui sait que l'euthanasie est interdite, mais qui ne connaît pas bien les modalités actuelles entourant la fin de vie. Donc ce rapport, c'est moi qui ai rajouté rapport mission Sicard pour être plus clair, mais on le retrouve bien sûr partout. Compliqué de détailler un rapport. Donc j'ai essayé d'en prendre quelques mots forts et de les regrouper sous des chapitres. Je trouve qu'il contient, et on verra que tout ce dont je vais vous parler ensuite, ce rapport, le CCNE, la conférence citoyen, insiste sur le renforcement du rôle des directives anticipées. Vous savez que certains veulent les rendre totalement contraignantes. C'est un peu compliqué de rendre totalement contraignante une directive anticipée prise 20 ans auparavant en pleine santé. Donc, ils disent qu'il faudrait deux sortes. La directive anticipée usuelle, j'ai 20 ans et dans 50 ans je ne veux pas me voir de telle ou telle façon, bon, elle serait sur un fichier informatique. Elle ne serait pas contraignante, mais néanmoins le médecin serait tenu, le médecin ou l'équipe serait tenu de s'expliquer pourquoi il ne les a pas appliquées. Deuxième document, c'est une nouveauté très intéressante, je ne sais pas si ça se fera ou pas, c'est la personne qui est en situation. Alors ça ne concerne pas effectivement la réanimation, mais ça concerne quand même beaucoup de patients, dont certains qui arrivent en réanimation, dont on se demande était-il bien raisonnable qu'ils en soient là, c'est-à-dire des maladies neurologiques dégénératives ou cancéreuses, réellement approchant du stade terminal. Là, ces directives, comme vous pouvez le lire, parce qu'elles seraient écrites conjointement avec un médecin et signées par le médecin, n'auraient pas forcément un caractère totalement contraignant, mais fortement engageant. Et ça, je crois que c'est un très gros progrès du raisonnement. Deuxième chose que l'on voit apparaître dans ce rapport, la sédation terminale. Eh bien, je vous laisserai le lire, mais le rapport dit clairement il serait cruel de laisser mourir ou de laisser vivre sans apporter la possibilité d'un geste accompli par un médecin accélérant la survenue de la mort. Alors, ça a été énormément commenté dans la presse. On a dit le rapport Sicard se prononce pour le suicide médicalement assisté. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça, mais en tout cas, on a une dissipation de l'ambiguïté sur jusqu'où peut-on aller dans la sédation. Et je vais dire que, bon, il y a beaucoup de phrases, elles sont parfois un peu alambiquées, on sent bien que tout le monde est gêné quand il s'agit de rédiger là-dessus, et c'est pour ça que on pourrait le résumer. Le rapport Sicard dit « suicide assisté ». Peut-être, euthanasie non. Pourquoi il dit peut-être? Eh bien, quand il parle d'assistance au suicide, il dit leur demande, parlant celle des patients, et celle d'un assistance au suicide sous forme de médicaments prescrits pour un médecin lorsqu'ils sont en perte d'autonomie, de douleur. Et donc, il ne se prononce pas. Mais entre les lignes, on a l'impression qu'il n'y serait pas défavorable, alors que vous pouvez voir que ce qu'ils écrivent sur l'euthanasie, qui mettrait profondément l'idée même que la société se fait de ses missions, on sent qu'ils sont là pour le coup contre. Et en conclusion, effectivement, on voit qu'il dit si le législateur prenait la responsabilité d'une dépénalisation de l'assistance au suicide, eh bien, on voit que les conditions qu'il demande sont très claires, mais ne sont pas, on voit qu'ils ne sont pas très fortement contre. À l'inverse, on sent qu'ils mettent en garde très fortement le législateur contre une dépénalisation de l'euthanasie, mais c'est de l'interprétation de texte que je fais là. Alors le CCNE, justement, il a questionné le double effet. Vous verrez que le CCNE a questionné probablement le double effet, notamment sous l'impulsion d'un certain nombre de ses membres qui ont eu le droit, et c'est tout au mérite, je pense, du fonctionnement démocratique du CCNE, d'exprimer une opinion divergente à la fin du rapport. Et donc, ils disent, écoutez, pour le CCNE, grosso modo, lorsqu'on débranche un malade d'un respirateur, ce n'est pas que simplement du double effet. Et pour le CCNE, cela provoque la mort. Ils savent
ce que c'est quand même. Je veux dire qu'ils savent très bien que ça ne provoque pas la mort chez n'importe qui, mais on sait que temporellement, ça va être suivi un certain nombre de fois du décès, et ils ne veulent pas faire l'économie d'une réflexion autour de cela. C'est comme ça que je l'interprète. Là encore, on retrouve la même chose, renforcement du rôle des directives anticipées. Donc là encore, on doit justifier si on ne les suit pas. Et donc ça, je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça. Une position là aussi extrêmement claire sur l'intensité de la sédation. Il vous suffit de lire ce qui est entouré. Donc ça revient un peu à ce qu'a dit le CCNE. Oui, il n'y a plus à se poser de questions dramatiques quand la souffrance persiste, qu'elle est insupportable au premier terme pour le malade et éventuellement pour tout l'entourage. Toutes les craintes que l'on pouvait avoir, je ne dirais pas qu'elles doivent se dissiper. Je pense qu'aucune crainte ne doit se dissiper lorsqu'on est face à ces situations-là. Mais nous avons des aides à la réflexion et à l'action qui me paraissent beaucoup plus claires que par le passé. Et la majorité du comité s'était donc prononcée contre la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. Et donc, vous voyez, c'est écrit là. Néanmoins, une minorité, je n'ai pas le temps de le discuter, au nom justement de pour ce qui est pour eux un continuum entre le débranchement d'un malade et l'administration d'une substance létale, réclamerait l'euthanasie. Mais le CCNE, en tant qu'instance, s'est bien sûr prononcé contre. Un mot sur cette chose que je n'aime pas beaucoup, mais qui t'entend dit des choses qui peuvent aider, donc l'ordre des médecins. Bon, on voit bien qu'eux aussi évoluent très fermement, très clairement vers la clarification de ce qu'est la sédation. Et l'ordre infirmier, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'en pense à peu près la même chose que celui de... Et donc, en tout cas, c'est important de voir que eux aussi, finalement, disent à peu près la même chose, l'importance de la sédation terminale, et l'opposition frontale, par contre, à l'euthanasie. Alors effectivement, on a reproché au débat citoyen d'avoir mal nommé les choses. Bon, c'est vrai que ça ajoute au malheur du monde, c'est un mot, je l'avais lu dans le temps de Camus, mais qui est très à la mode maintenant, on ne peut plus dire une chose sans citer cette phrase-là, donc je l'ai citée. Néanmoins, c'est intéressant. Je pense que la société civile a le droit de nommer les choses avec moins de compétences, moins de précision que nous le faisons en tant que professionnels, et que ce n'est pas une raison pour nous de discréditer leurs paroles. Nous devons l'entendre, nous devons comprendre à quel moment eux n'ont pas compris, mais à quel moment, dans des choses qu'ils expriment de façon différente de la nôtre, ils expriment des choses intéressantes. Alors, ça a été extrêmement médiatisé lorsqu'ils ont rendu leur avis, la méthode même a été extrêmement débattue, ça n'a pas été le grand débat citoyen, mais 18 personnes qui ont été choisies sur différents échanges, bon, sur différents critères, mais vous allez voir que quand on lit le rapport, on se rend compte qu'ils ne maîtrisent pas très bien les mots, mais que globalement, ce qu'ils disent est très intéressant. Alors bien évidemment, en fonction de position journal de gauche laïque, et ben voilà, c'est une affaire citoyenne. Journal d'obédience religieuse chrétienne, ils s'inquiètent de l'euthanasie. Le Monde, qui est d'extrême centre, critique, dit juste la société civile s'empare du débat sur la fin de vie. Lisez-le tranquillement, parce que je peux pas je dépasserai mon temps si je le lisais à chaque fois, mais on retrouve des choses, c'est très intéressantes, qui ont été dites justement dans les documents que je citais auparavant, l'importance de la directive anticipée de la personne de confiance, de respecter ces dispositions, qui est un fichier informatique, la sédation, qui clairement doit être privilégiée dans toute sa profondeur lorsque nécessaire. Et puis alors ensuite, on voit qu'effectivement, ils ne maîtrisent pas très bien ces notions de suicide assisté. Bon, ils en parlent, suicide assisté, ils en parlent avec une certaine précision. Les personnes fin de vie, atteintes d'une maladie irréversible, qui ont manifesté leur volonté, dont la conscience est formellement constatée. Donc là, ils se prononceraient pour, et on a le sentiment qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Euthanasie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent leur malaise. On sent le malaise des citoyens quand on leur dit écoutez, maintenant, c'est quoi votre avis? Et quand on voit les définitions qu'ils donnent de l'euthanasie et du suicide assisté, alors là, pour le coup, je pense qu'ils ne nomment pas bien du tout les choses, mais je ne suis pas sûr que ça ajoute tant que cela au malheur du monde. Ça nous permet de mieux comprendre comment nos concitoyens, que nous soignons, certes nous les soignons pour le mieux, mais pour le mieux et aussi pour le mieux qu'ils se souhaitent à eux-mêmes. Et donc, il mélange un peu sédation terminale, suicide assisté, euthanasie. Et donc, quand on lit le dernier paragraphe, il est bourré de contradictions.
Hein. Je vous laisse le lire et vous verrez par vous-même, car sinon je n'aurai pas le temps de terminer. Il est bourré de contradictions, mais je pense que c'est un débat dans lequel nous sommes nous-mêmes tous bourrés de contradictions, et que ce qui est très intéressant dans cette imprécision des mots, dans ces contradictions entre les concepts, c'est qu'elles ne traduisent pas, à mon avis, du tout l'immaturité ou le manque de réflexion de la société, mais au contraire la perplexité qu'ont eu ces personnes devant ces problèmes. Et donc, je n'ai pas résisté à vous montrer ce dessin du monde, qui montre bien la complexité des choses. C'est pas évident que ça se passe aussi vite que ça avait été prévu, promis, peu importe. Et je ne suis pas là pour débattre du bien ou du mal fondé de telle ou telle promesse. Juste rappeler ce que je vous ai dit au début, car je pense avoir tenté de le montrer au cours de cet exposé, ces points-là. Pour moi, c'est un réel continuum. Je ne vois pas d'opposition. Depuis la loi Kouchner jusqu'au rapport citoyen, je vois l'évolution, la continuation d'une pensée qui peut effectivement prendre des chemins à option actuellement. Et je voudrais terminer en disant d'abord, en remerciant, alors je me suis permis de dire au nom de la commission d'éthique, parce que nous avons tellement réfléchi là-dessus que je pense ne pas avoir beaucoup trahi l'état actuel de nos réflexions. Bien sûr, c'est au nom de moi que j'ai parlé, mais je pense ne pas avoir trop trahi les collègues, et ça serait mal de ne pas les avoir cités. Et je vous incite à lire les articles qui ont été publiés. Effectivement, 2 d'entre eux ont été publiés. Le 3e est en cours de soumission, qui éclaire beaucoup le débat. Et je vous remercie beaucoup.